ezomemela bino basango malamu na kati ya ndako, eza komema basango malamu na bamboka nyonso po bato babikisama mpona ntina ya lokumu na mpona biso. Betel TV. Betel TV iko shene yenyewe namletea habari njema za Mungu ndani ya manyumba yenu na ndani ya dunia yote mzima. Betel TV, la chaîne chrétienne qui nous apporte la bonne nouvelle. Betel TV, the channel that brings good news across the world. Stay tuned, we're coming. Betel TV, sharing the gospel around the world. Comme d'hab, je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church. Queen P, Mike Jenny. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church. Queen P, Mike Jenny. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, la chaîne chrétienne qui vous emmène la bonne nouvelle chez vous et à travers le monde. Betel TV, chaîne ya télévision, ezomemela bino basango malamu na kati ya ndako, eza komema basango malamu na bamboka nyonso po bato babikisama mpona ntina ya lokumu na mpona biso. Betel TV. Betel TV iko shene yenyewe namletea habari njema za Mungu ndani ya manyumba yenu na ndani ya dunia yote mzima. Betel TV, la chaîne chrétienne qui nous apporte la bonne nouvelle. Betel TV, the channel that brings good news across the world. Stay tuned, we're coming. Betel TV, sharing the gospel around the world. Comme d'hab, je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church. Queen P, Mike Jenny. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church. Queen P, Mike Jenny. Et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Pati Nzambe Queen P. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette émission sur le plateau Betel TV, Sharing the Gospel Around the World. Je suis donc avec un invité très spécial, donc c'est Monsieur Louezi Kinshasa. Bonsoir Monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc Monsieur Louezi est le coordinateur de la coalition Patrice Lumumba. Aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'on puisse débattre des actualités qui se passent donc au Congo. Donc dans les merveilles de la vérité, on fait aussi des débats qui concernent l'actualité, la réalité et puis aussi la parole de Dieu pour faire des exhortations avec moi-même. Aujourd'hui, c'est exclusivement la rubrique actualité. Donc nous allons commencer, partager l'émission s'il vous plaît et rester concentrés. Voilà. Alors voilà, nous allons d'abord commencer par les événements actuels. On va faire un bilan de ce qui s'est passé concernant les dernières marches organisées en RDC, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'actualité congolaise. Parlons de ce qui se passe dans notre pays, parce que ça nous concerne tous. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans notre pays. Si nous pouvons faire les choses, faisons-le bien, prenons le temps, parlons-en et trouvons les solutions. Donc voilà, on va parler donc des dernières marches organisées en RDC. Le bilan était très sanglant. Est-ce que vous pouvez nous donner, votre avis et ensuite je vous poserai certaines questions par rapport à cela. Merci, merci pour votre question. C'est que les gens qui nous suivent doivent comprendre, c'est que au Congo aujourd'hui,
il y a un mouvement de protestation national, donc c'est tout le territoire du Congo. Et la demande de la population, c'est le départ de Joseph Kabila. C'est la fin de son régime. Et Joseph Kabila refuse de partir. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que depuis décembre 2016, le régime de Kabila est, selon la loi donc, en vigueur au Congo, son régime est illégal. Il n'a pas de mandat, donc il doit partir. Donc c'est clair, hein, donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus, mais il refuse de partir. Donc il viole la Constitution, et non seulement il viole la Constitution, le gouvernement américain, quand ils ont envoyé leur envoyé spécial aux Nations Unies, c'est Nikki Haley, au mois d'octobre je crois, elle a donné à Kabila un an de plus. C'est-à-dire qu'elle a dit il faut que Kabila organise l'élection le 23 décembre 2018, alors que le mandat de Kabila est déjà terminé depuis décembre 2016. Donc, il aura 2 ans de plus. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de débat à faire sur cette question-là. Kabila doit partir. À mon avis aussi, le PPRD aussi doit partir, parce que Kabila, il n'y a pas que Kabila, il y a un système qui est en place, donc qui est dirigé par Kabila. Mais ce système-là inclut le parti qu'on appelle le PPRD, le parti de Kabila. Pour qu'il y ait démocratie au Congo, il y a plusieurs conditions qu'il faut satisfaire. Mais une des conditions, il faut que les sanguinaires, les génocidaires, ceux qui ont facilité le pillage, donc la mise à feu du Congo, doivent partir. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être jugés, mais ils ne doivent pas être au pouvoir. C'est pour ça que l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle les comités laïcs des catholiques, qui a organisé le 31 décembre des manifestations donc, sur le territoire national. Et cette manifestation a été sévèrement réprimée. Il y a eu des morts. Et par exemple, il y a cette dame qui s'appelle Kapangala, c'est Thérèse Deschades Kapangala. Maintenant, c'est une martyre qui a reçu une balle. Donc, ils ont utilisé le gaz lacrymogène dans les églises. Ils ont tiré donc sur des gens donc, qui n'étaient pas armés. Et bien sûr, la presse internationale n'a pas vraiment fait grand-chose sur ça. Et en plus, le 21 janvier, il y a eu une autre mobilisation organisée par le même comité laïque, des catholiques laïcs. Pareil aussi, le gouvernement de Kabila a réprimé. Ils ont tiré sur des innocents. On a vu des soldats en civil, donc armés avec des mitrailleuses, aller dans une université, tirer sur des jeunes, tout et tout. C'est vraiment inadmissible. Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes dans les maternités. Donc ils ont dans les maternités absolument. Donc il y a eu une mort et d'autres enfants, donc bébés, c'est tout dans un état critique. Donc juste pour dire que la demande des Congolais, c'est une demande légitime et que le régime de Kabila doit partir. Donc rien que si on se base sur la Constitution qui se trouve en vigueur au Congo, Kabila est en train de violer la Constitution, il faut qu'il parte. Donc ça c'est un peu ça que je voulais dire pour juste permettre aux gens qui viennent se connecter. Merci beaucoup. Alors le peuple souhaite le départ du président Kabila. Il y a eu des élections, on sait, dans le passé qui ont été annulées. Il est encore là et je sais que dernièrement aussi il y a eu des attaques meurtrières en plein Kinshasa. Alors on se demande finalement avec tout ce qui se passe, pourquoi est-ce que Kabila et le PPRD et leur gouvernement refusent de quitter le pouvoir? Écoutez, ma soeur, ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe au Congo n'est pas limité au Congo. Dans le sens que Kabila est là. Qui a mis Kabila au pouvoir? Les gens peuvent se souvenir de Louis Michel, un des dirigeants donc, belge, qui a travaillé d'arrache-pied pour que Kabila soit président au Congo. Il y a les États-Unis, il y a la France. Je me souviens encore, Kabila, quand il est arrivé au pouvoir en 2001, juste après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il a fait une tournée en Europe, aux États-Unis, tout et tout. Et ce régime-là
on dit que voilà, c'est l'homme qu'il faut, ils ont endorsé Kabila, ils ont fait toute une propagande pour légitimer, entre parenthèses, le régime de Kabila. Juste pour dire que Kabila a un soutien au niveau régional. Tout le monde sait que Kabila a été formé militairement par ce qu'on appelle le Front patriotique rwandais, c'est l'organisation de Paul Kagame. Donc, il y a le Rwanda de Kagame qui a intérêt que Kabila reste. Surtout quand on réalise que Paul Kagame a changé la constitution du Rwanda pour qu'il reste au pouvoir jusqu'en 2034. Donc, pour qu'il reste au pouvoir pour toujours. C'est un peu ça, un président à vie. Donc, si Joseph Kabila tombe, c'est aussi une facilitation du régime de Paul Kagame. Et pareil aussi pour Museveni, parce que tout a commencé en Ouganda. Kagame arrive au pouvoir en Ouganda, au Rwanda, grâce à l'appui de l'Ouganda. Et à partir de l'Ouganda et du Rwanda, on organise la chute de Mobutu. Donc tous ces régimes-là sont liés. Museveni, il ne veut pas partir. En fait, la constitution de l'Ouganda dit que quand on a 76 ans, on ne peut pas être président. On est trop vieux. Il a changé la constitution, que maintenant, même si on a 76 ans, on peut être président, donc il va se représenter encore. Donc il est au pouvoir depuis 1986, si je ne me trompe pas. Et il veut rester au pouvoir. Donc les enjeux au Congo concernent aussi le Rwanda. Non seulement les Rwandais, ils ont Kagame qui veut rester au pouvoir, mais aussi il y a un pillage du Congo, des ressources du Congo, qui passe par le Rwanda. Le Rwanda, maintenant, il est devenu un des vendeurs du coltan. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. S'il y en a, c'est une quantité négligeable. Mais le coltan congolais se vend à travers le Rwanda et d'autres ressources minérales aussi. Donc, il y a aussi Ouganda qui considère une partie du Congo, à l'est du Congo qu'on appelle l'Ituri, comme faisant partie de la sphère d'influence de l'Ouganda, dont les ressources minières comme l'or, le bois et d'autres comme ça transitent aussi par l'Ouganda. Donc, ces deux pays-là ne veulent pas que les choses changent. Bien sûr, il y a toutes les grandes compagnies multinationales qui pillent au Congo, les compagnies pétrolières, les compagnies qui fabriquent les iPhones, les computers, tout et tout. Selon eux, ce qui se passe au Congo, c'est un bon business, parce que tout est moins cher. C'est presque gratuit. Et donc, les Congolais ne gagnent rien, mais toutes ces compagnies étrangères, donc multinationales, gagnent énormément. Il y a la Chine, il y a la Malaisie, donc tous les pays qui veulent s'enrichir aux dépens de l'Afrique, et en particulier aux dépens du Congo, n'ont pas de problème avec Kabila. Nous, donc les Congolais qui ne gagnent absolument rien, qui payent les prix de ces pillages, de la présence au pouvoir de Joseph Kabila, c'est nous qui voulons la fin du régime de Kabila. Donc c'est pour ça que personne vraiment donc n'en parle. C'est pour ça que le programme que tu es en train de faire, c'est un programme, c'est important que le monde entier sache que effectivement le peuple congolais veut la fin du régime de Kabila. On veut qu'il parte, il n'y a pas à négocier. Alors justement, on veut qu'ils partent, donc le peuple se lève, ils font des marches. Je sais que le 25 février, j'ai vu sur internet en fait qu'il y aura une nouvelle marche et c'est encore organisé par l'Église catholique. Absolument. En tête. Ah ouais, l'Église catholique. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que l'Église catholique est rentrée du coup dans cette lutte-là et on n'entend pas trop parler des églises de réveil. Est-ce que, je veux dire, est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, disons que normal, oui, dans le sens que au Congo, l'Église catholique, c'est une des institutions nationales. C'est-à-dire qu'on retrouve sur toute l'étendue du territoire. Donc, l'armée, c'est aussi une institution nationale. Ces deux institutions-là sont peut-être les seules qui ont une représentation nationale. C'est-à-dire on décide de faire quelque chose, on le fait nationalement. L'Église catholique peut le faire, l'armée aussi peut le faire. Et ça, c'est important. Et aussi, l'Église catholique s'était engagée à négocier entre l'opposition, qu'on appelle le Rassemblement, c'est une union, une coalition des différents groupes politiques. Donc, l'Église catholique s'est engagée à faciliter la négociation entre le régime de Kabila et l'opposition.
Pour faire quoi? Parce que le mandat de Kabila a été terminé depuis le 19 décembre 2016. Mais c'est l'Église catholique qui a négocié avec Kabila et l'opposition pour qu'on donne au régime de Kabila 1 an de plus. C'est ce que les Congolais appellent le glissement. C'est une violation de la Constitution. Ils ont donné ça au régime de Kabila, mais à condition que Kabila organise les élections et ne se représente pas aux élections comme l'exige la Constitution. Parce que tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Bien sûr, Kabila a eu son glissement de 1 an, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est maintenu au pouvoir. Il n'a pas organisé des élections comme il l'avait promis, comme il s'était engagé à le faire lors des négociations facilitées par l'Église catholique. Donc l'Église catholique doit quelque chose aux Congolais, parce que c'est l'Église catholique qui a mis son cachet, qui a mis sa crédibilité, que moi je négocie, enfin nous l'Église catholique, nous négocions entre les deux pour qu'il y ait élection. Il n'y a pas eu élection. Et maintenant, ils exigent à Kabila de respecter les accords qu'ils avaient faits. On appelle ça les accords de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre 2016, d'où le nom, les accords de la Saint-Sylvestre, que Kabila allait organiser des élections et qu'il allait donc mettre fin, qu'il ait quitté le pouvoir. Ça n'a pas été fait. Alors, le fait que j'ai 2 questions à vous poser. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que l'Église catholique s'implique autant dans cette lutte? Et le fait qu'elle soit autant impliquée, comme on l'a vu dernièrement dans tous les événements qui s'est passé, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour la libération du Congo? Bon, il y a plusieurs choses ici qui sont en opération ici. Première chose, l'Église catholique au Congo a fait partie de la population congolaise. C'est-à-dire que la plupart des croyants, des gens qui remplissent les églises, sont des pauvres. Quand je dis des pauvres, des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, c'est des pauvres. Et il y a une pression des pauvres, une pression de pauvres par le bas vers le haut. Les gens d'en bas font pression sur les gens d'en haut, on n'en peut plus. Au Congo, la vie est impossible. Très dur. C'est très dur, c'est plus dur qu'en enfer. Parce qu'au moins nous savons comment ça se passe sur Terre. Donc les gens sont absolument affamés, les gens sont malades, les gens sont au chômage. Il y a une violence contre les femmes. Les enfants sont abusés de tous les côtés. L'école, c'est payant. Les soins, c'est payant. Si on n'a pas assez pour payer les frais de santé dans les cliniques ou dans les hôpitaux, on vous arrête. Je ne parle pas des commissariats des polices. On vous arrête dans les hôpitaux. Depuis quand ces hôpitaux sont devenus des commissariats des polices? On vous garde jusqu'à ce que votre famille trouve quelque chose. Donc il y a cette pression. Contre l'Église. Et dans l'Église aussi, il y a aussi des gens qui reflètent un courant patriotique. C'est-à-dire les gens qui pensent qui comprennent que, comme le révérend Ekofo l'avait dit à peu près 3 semaines à un mois, qu'il y a beaucoup de richesses au Congo. Et pour les gens qui comprennent, pour les gens qui ont appris, qui sont suffisamment éduqués, suffisamment patriotiques, qui aiment le peuple, ils n'arrivent pas à expliquer à la population que le Congo, la terre congolaise, c'est une des terres les plus riches du monde et que les gens sont affamés. Et ces gens-là comprennent que les richesses du Congo vont en Europe. Ils enrichissent Apple, Microsoft, toutes les compagnies. Les cobaltes du Congo enrichissent toutes les compagnies qui fabriquent des voitures, des batteries électriques, etc., etc. Ils comprennent tout ça. Donc ils veulent que les Congolais aussi bénéficient de leurs richesses. Il y a ces gens-là aussi qui se battent. Et il y a aussi une autre tendance dans l'Église qui pense que les Congos aussi a droit à la démocratie libérale, comme en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, les gens sont pauvres. Mais malgré la pauvreté, mais il y a quand même des élections. Les gens vont régulièrement choisir, même si l'ANC ne va pas changer la situation de la majorité des Africains en Afrique du Sud, mais il y a quand même possibilité de voter. Il y a possibilité d'envoyer les enfants à l'école. L'insécurité, c'est pas comme au Congo. Au Congo, dans plusieurs territoires du Congo, les femmes ne vont plus au champ parce qu'elles vont se faire kidnapper, violer et tuer. Donc ça, c'est inadmissible. Et les gens, il y a beaucoup de familles qui ne mangent pas tous les jours. On mange à tour de rôle. Les papas mangent aujourd'hui, les mamans mangent demain. Il n'y a que les enfants qui mangent tous les jours. Et c'est une fois par jour. Et comment? Et c'est une nourriture où il y a un déficit nutritionnel sur tout le plan. Sur tout le plan. Et donc il y a
Et en plus, ils sont aussi conscients de ce qui se passe à travers le monde. Les gens se battent partout. En Guinée, il y a des luttes. Au Tchad, il y a des luttes. Au Venezuela, il y a des luttes. Ils sont aussi influencés par les luttes des autres peuples à travers le monde. Que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une volonté des dieux que nous souffrons. C'est une volonté créée dans la société par le gouvernement en place. Bien sûr. D'où la nécessité de se battre. Donc il y a toutes ces tendances-là qui s'affrontent. Et c'est important que les gens comprennent que le changement est inévitable. Ça dépendra donc des efforts qui sont en train de faire. Donc on peut espérer un changement dû à l'Église catholique qui s'est impliquée dans la lutte. Ce qui est vrai, il y a de l'espoir. L'espoir, oui, dans le sens que le régime de Kabila est fini là. Le régime de Kabila n'a pas d'avenir. Ça c'est certain. Parce que au Congo, le peuple n'en veut pas. Le peuple ne veut pas de ce régime-là. Les dirigeants occidentaux le savent. Les dirigeants africains aussi, donc ils le savent aussi. Et en plus, la lutte ne peut que aboutir à un changement. Quel changement, ça c'est une autre question. Mais la lutte finira par créer un changement au Congo. Alors quel changement? Ça dépendra de la nature des acteurs qui sont en place, ça dépendra de la clairvoyance, de la clarté donc des enjeux dans les têtes des masses africaines au Congo. S'il y a un programme clair autour duquel les gens peuvent s'organiser, donc ça va nous informer du résultat donc, de ces luttes. Moi j'ai un grand espoir, on va gagner, ils peuvent gagner, ça c'est sûr. Merci. Alors quelles sont les causes de la crise actuelle entre l'Église catholique et le président donc, et le régime de Kabila? Les causes sont les mêmes qui ont créé la crise sous Mobutu, sous la domination belge. C'est la domination étrangère du Congo. Quand je dis la domination étrangère du Congo, économiquement, le Congo produit des richesses, pas pour le Congo, pas pour l'Afrique. Le Congo produit des richesses pour qui? Pour le multinational, pour les compagnies étrangères, pour la Chine, pour le Japon, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour la Malaisie, pour les États-Unis. Donc, tout ce qu'on produit, c'est à nos dépens. Et le fait qu'on a une relation parasitaire entre le Congo et le multinational, c'est une relation à sens unique. C'est comme la relation entre les humains et les moustiques. À qui profitent les relations entre les humains et les moustiques? Aux moustiques, bien sûr, pas à nous. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et en plus, nous avons un régime d'occupation au Congo, c'est-à-dire que c'est un régime qui est en place, pas pour construire les Congos, mais pour exercer un contrôle des populations militaires féroce. Quand je dis féroce, au Congo, on tue. Pour les gens qui ne viennent pas du Congo, il ne faut pas comprendre le Congo à partir de la musique que vous écoutez là, à partir de musiciens congolais. Si vous essayez de comprendre le Congo à partir de la musique, vous n'allez rien comprendre. Parce que la musique ne reflète pas les aspirations profondes des Africains au Congo. Au Congo, on tue tous les jours. Là où vient le coltan, qui est utilisé dans tous les portables que vous avez, dans les ordinateurs que vous avez, etc., etc., on tue tous les jours pour forcer la population à accepter la domination. La domination, ce n'est pas quelque chose que les gens vont aux élections pour dire voilà, nous voulons être dominés. C'est pas comme ça. La domination, c'est par la force. C'est-à-dire que nous voulons que vous ne vous battez pas quand nous allons vous piller. Quand nous allons prendre vos terres, comme nous sommes en train de faire, comme ça se fait maintenant, il y a spoliation des terres, surtout en Ituri, à l'est, même maintenant au nord du Katanga, maintenant même au Bandundu, on confisque les terres des paysans. On donne ça aux multinationales. Et c'est à l'armée d'imposer ça. On crée des conflits pour qu'on justifie l'agression des paysans, des pauvres gens, soit disant que c'est des terroristes, soit disant que c'est des gens qui ne respectent pas l'État. Alors que l'État que nous avons au Congo, c'est un État illégitime. Ce n'est pas un État qui a été créé pour défendre le Congo ou l'Afrique. C'est un État qui a été créé pour terroriser la population. C'est-à-dire l'État, chez nous, donc quand je dis l'État, je parle de l'armée, la police, il n'y a pas vraiment de différence. C'est des hommes armés qui font la guerre à la population qui n'est pas armée
Alors que la population s'attend à ce que l'armée les protège contre les bandits. Mais les bandits, c'est le même élément de l'armée. L'armée du Congo, l'armée du Rwanda, ou des groupes armés financés par le Rwanda, ou des groupes armés financés par Ouganda, quelquefois aussi ils viennent du Burundi. Il n'y a pas de différence. Hein. L'armée du Congo, l'armée du Rwanda, l'armée du Burundi, et c'est possible aussi qu'il y ait des forces spéciales, parce que on a ce qu'on appelle l'Africa. C'est une armée américaine qui est présente dans la région, c'est-à-dire en Ouganda, au Rwanda et au Congo. Il y a aussi des conseillers occidentaux, parce que toutes ces armées en Afrique, pas seulement au Congo, mais en général, ils ont des conseillers. Ces conseillers-là, ce sont des conseillers occidentaux, qui non seulement les forment à faire quoi? À faire la guerre contre nous, le peuple, qui non seulement les armes, parce qu'on ne produit pas les armes, c'est leurs armes. Parce que quand par exemple on utilise le gaz lacrymogène dans les maternités, qui a fourni ces gaz lacrymogènes à l'armée des Kabila? L'Israël, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, tout le monde. C'est comme ça. Pourquoi, alors la question qui me vient là à l'esprit, pourquoi est-ce que le gouvernement s'en prend à un peuple sans défense, sans armes, quoi? Quel est le but de tout ce qu'il recherche à faire? Donc, quel est le sens même? J'aimerais comprendre, savoir pourquoi est-ce qu'on s'en prend à des personnes qui sont sans défense. Il y a ces mots-là que tout le monde aime prononcer, la paix. La paix. Alors, ce que les gens doivent comprendre, les gens qui nous écoutent, la paix c'est quoi? La paix c'est l'inhabilité, l'impossibilité des pauvres à se battre contre les oppresseurs. Quand vous êtes attaqué, quand vous êtes dominé, pillé, et que vous êtes incapable de vous battre, c'est ça la paix. C'est-à-dire que le multinational, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous ceux qui accompagnent ces gens-là, ils ont aussi leur ONG. Par exemple, il y a l'histoire de Oxfam qui est à la une là, en Haïti par exemple, comme quoi ils violent les enfants et ils appellent ça abus sexuels. Ce ne sont pas des abus. C'est ça le colonialisme. Parce que des fois, on a du mal à expliquer le colonialisme. C'est quoi le colonialisme? C'est le pillage de l'Afrique. C'est le viol des femmes africaines. Pas seulement aujourd'hui, c'est historique ça. Ça fait plus de 500 années, 600 ans à peu près. Parce que les gens, des fois, ils cherchent des définitions académiques. Non. C'est quoi le colonialisme? C'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui fixent les prix de nos matières premières. Est-ce que vous pouvez aller dans un magasin ici en Europe, fixer les prix de leurs produits? On va vous prendre pour un fou. Mais en Afrique, c'est normal, on dit c'est le marché. Et la jeunesse africaine qui a été éduquée dans les écoles, dans l'université occidentale, a été séduite. Parce que ce sont les premiers à dire vive le marché. Alors que le marché en Afrique, c'est juste le dictat des compagnies, des multinationales. Et c'est ces compagnies-là qui financent, qui soutiennent le président. Des fois, ils soutiennent les deux. Des fois, ils soutiennent le président et l'opposition. Et les Africains au milieu, ils se battent, ils s'entraident dessus parce que l'opposition n'a pas gagné. Mais alors que les deux sont soutenus par la même puissance. Et l'Africain est au milieu là. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'explications pour que les Africains se rendent compte qu'on a le droit de s'organiser sans crainte de se faire tuer. C'est notre terre, c'est nos richesses, c'est notre labeur. Ce n'est que normal. D'accord. Alors là, le 25 février, il y aura donc une nouvelle marche. Est-ce que, on peut commencer déjà à avoir peur, vu l'insécurité, vu le sang qui a coulé, les meurtres qu'il y a comment est-ce que l'armée, enfin pas l'armée, mais les policiers réagissent envers le peuple? Est-ce que c'est sage de faire ça? J'aimerais savoir en fait à quoi on doit s'attendre au 25 février. Ça sera encore la même chose malgré le fait que l'Église s'implique, dans cette marche encore une fois? Il y a des vérités. Dans ce qui va se passer le 25. C'est un processus. C'est-à-dire que pas à pas, la population, petit à petit, progresse. Elle résiste, elle progresse, elle apprend. Elle se rend compte que le souverain, c'est le peuple. Mais le peuple doit se battre. Rien ne va être donné au peuple. Rien. Le peuple doit arracher lui-même sa liberté. Il y aura des erreurs, c'est sûr. La réponse de Kabila, c'est la répression. Ça, on s'y attend. Mais ce qui est vrai, c'est que la peur va changer des camps. Bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que l'armée, Kabila, ne peut pas unifier l'armée.
Et puis ce qu'ils essayent d'éviter, en fin de compte, est inévitable. Absolument. Je pense qu'il y aura une révolte forcément tôt ou tard, quoi. Elle a déjà commencé vu que le peuple va dans la rue, quoi. Absolument. Ce qui est important, c'est quelle fin nous voulons. C'est ça qui est important. Il faut définir la réponse. Parce qu'il y a plusieurs réponses sur la table. Mais c'est la réponse de qui va primer. Autrement dit, quelle stratégie va nous permettre d'atteindre les objectifs qui vont permettre à la population d'être souverain. Et c'est ça où nous tous nous devons donc discuter, intervenir, participer à la lutte partout où nous sommes. Même si on n'est pas au Congo, là où nous sommes en Europe, nous faisons partie de la lutte parce qu'on informe le monde entier sur la vérité. Et on force l'opinion internationale à répondre non seulement à ce qui se passe au Congo, mais aux vérités aussi que nous, qui venons du Congo, nous partageons avec le monde entier. Comme ça, le mensonge de Kabila, le mensonge de la presse occidentale qui soutient Kabila aussi soit mis en déroute. Donc c'est vraiment une bonne période pour lutter, pour prendre conscience et pour faire une contribution. Tout à fait, tout à fait. Alors merci beaucoup. Nous allons passer à la publicité. Donc je vous invite donc à rester connectés. Vous êtes dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. Nous parlons d'actualité, de ce qui se passe au Congo. Donc restez branchés. On se retrouve dans une minute. Merci beaucoup. Vous êtes sur le plateau de Bethel TV, sharing the gospel around the world. Merci. Bonjour et bienvenue chez Eden Déco-Traiteur. Eden vous propose un service traiteur franco-africain et une décoration personnalisée pour tous vos événements, que ce soit pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les cocktails ou séminaires d'entreprise. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire et répondre aux moindres de vos désirs, même les plus fous, à des prix défiant toute concurrence. Notre agence est située au 15 rue du Roussillon, à Bretigny-sur-Orge, dans le 91. Nous recevons du lundi au samedi de 10h à 17h30 et les mercredis jusqu'à 19h30 et uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous extérieurs de l'agence sont possibles. N'hésitez pas de nous contacter au 01 79 72 33 44. À très bientôt chez Eden. Alors, vous êtes de retour donc sur le plateau Bethel TV, sharing the gospel around the world, avec moi-même, Patti Anzambe Queen. Nous passons donc à la deuxième partie. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'actualité, donc de réalité congolaise. Je suis avec mon confrère, donc Monsieur Louwezi Kinshasa, qui est le coordinateur de la coalition Patrice Lumumba. Donc nous donnons notre point de vue sur ce qui se passe donc au Congo. Nous allons continuer donc cette deuxième partie. Merci de partager cette vidéo car ce sont des informations très importantes. Nous voulons un changement au Congo, donc nous sommes là pour des solutions. Restez concentrés. Merci beaucoup. Donc Monsieur Louwezi Kinshasa, alors quel est le rôle actuel de l'Église? Quels commentaires faites-vous sur la caractérisation par l'Église que les dirigeants médiocres doivent partir? Ah ouais, je vais commencer par ce mot de médiocre. C'est un mot maintenant qui est à la mode. Hein. Oui. Les gens expliquent tout par la médiocrité. C'est que les gens doivent comprendre. Je suis d'accord avec la caractérisation de la classe politique au Congo, mais en Afrique en général, c'est une classe politique médiocre. Ça, c'est vrai. Parce que quelqu'un qui vole ou qui prend son argent, ses millions et ses milliards, et les dépose dans une banque étrangère, quelqu'un qui achète plus de maisons à l'étranger que chez lui, et quand il est malade, il ne peut pas se faire soigner chez lui, il vient se faire soigner à l'étranger où il paye des sommes exorbitantes. Il doit être médiocre. Aucun président africain ne se fait soigner en Afrique. Donc, le Congo, c'est juste un exemple. Donc, les Africains qui nous suivent, ils comprennent tout ça. Mais la médiocrité, c'est plutôt la conséquence. C'est comme si on regardait les symptômes du système qui est en place en Afrique. Parce que quand on choisit, on connaît beaucoup de gens qui ont fait des grandes écoles, qui ont des grands diplômes, tout et tout,
et tout leur savoir, ils ne mettent pas au service de l'Afrique, mais ils mettent leur savoir au service des puissances étrangères. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Les meilleurs cerveaux français, les meilleurs cerveaux japonais, les meilleurs cerveaux chinois, américains, russes, ils ne mettent pas leur savoir, premièrement, au service de l'Afrique, ils ne le font pas. Mais les Africains, ils font ça. C'est qui, pour moi, donc, on ne peut qu'être médiocre si on se comporte de cette façon-là. Donc, le rôle de l'Église catholique, pour l'instant, l'Église catholique a été forcée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par la pression par le bas des masses pauvres. Parce que la révolte est inévitable au Congo. Révolte contre qui? Contre l'injustice. C'est-à-dire contre ceux qui représentent l'ordre injuste, contre les nantis. Alors que les chefs de l'Église catholique ne sont pas des pauvres. Ils vivent bien. Et ce qui fait que l'Église catholique, par son passé, n'a pas joué un rôle, je pourrais dire, progressiste. Dans les années 60, au temps de Lumumba, l'Église catholique était alliée de Belges. Et pendant la colonisation, l'Église catholique a été introduite au Congo, non pas pour aider les Congos à devenir libres, mais plutôt pour contrôler la façon que le peuple allait penser. C'est-à-dire que les écoles en général, au Congo, étaient dirigées par l'Église catholique. Même aujourd'hui, plus de 75% des écoles au Congo, c'est contrôlé par l'Église catholique. Ça fait que l'Église catholique a une base énorme, un pouvoir énorme au Congo. Ce qui fait que, il me semble que les stratèges développés par l'Église catholique, c'est d'accompagner ce qu'eux, ils décrivent, ce qu'ils appellent le processus démocratique. Dans ce sens-là, quel que soit l'aboutissement final de la lutte pour la démocratie au Congo, cet aboutissement, le résultat final ne va pas aller à l'encontre des intérêts de l'Église catholique. Là, je parle des supérieurs de l'Église catholique. C'est un peu dans ce sens-là que l'Église catholique, pour l'instant, aussi joue le rôle des mobilisateurs, parce que les dirigeants de l'opposition sont discrédités. Ils n'ont plus, parce que ça fait au moins 20 ans ou plus, l'opposition au Congo était connue par ce qu'on appelle au Congo les journées mortes. Alors maintenant, la population se rend compte que les journées mortes n'ont rien donné. N'ont rien donné, bien sûr. Alors, l'Église catholique, comme je disais, est forcée premièrement, de rectifier, je ne sais pas si je peux appeler ça erreur, le fait qu'ils avaient accordé 1 an de plus à Kabila. Parce que le glissement, l'Église catholique a participé à ce glissement-là. Donc il faut qu'ils rectifient ça. Donc ils sont obligés de se battre. Et comme aussi les dirigeants de l'opposition, comme je disais, n'ont pas assez de crédibilité, donc l'Église catholique, qui est organisée nationalement, peut mobiliser nationalement. En fait, l'Église catholique peut mobiliser les partisans de tous les partis de l'opposition. Parce que la plupart des Congolais sont des catholiques. Donc les partisans de l'UDPS, les partisans du Parti démocrate chrétien, les partisans du MLC, tous ces partis-là, l'Église catholique peut les mobiliser. J'avais posé une question, j'ai oublié de répondre à le rôle des églises de réveil. Les gens sont motivés par leurs intérêts. Les dirigeants des églises de réveil n'ont pas d'intérêt immédiat différents des gens qui sont au pouvoir, dans le sens qu'ils sont confortables, ils sont à l'aise, les rapports qui sont construits entre les dirigeants des églises de réveil, que les Congolais appellent maintenant les églises de sommeil, avec leur base, c'est des relations à sens unique, des relations, moi je considérais volontairement parasitaires, dans le sens que c'est la base qui nourrit les pasteurs, c'est la base qui enrichit les pasteurs, et le pasteur ne partage pas la même vie que sa base. La base est pauvre, mais alors que le pasteur, avec le peu d'argent que la base lui a donné, le pasteur vit bien, ils viennent en Europe, ils envoient leurs enfants dans des bonnes écoles, etc., etc. Donc, ils sont confortables. Alors, le fait que les églises de réveil n'ont pas participé à la manif du 31 décembre, beaucoup de Congolais ont été offensés par ça. Ils disent, écoutez, si l'église catholique est dans la rue, nous voulons que toutes les églises, des réveils ou pas, soient dans la rue. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont forcés de répondre. Il y a ceux qui ont répondu positivement, il y a d'autres qui ne veulent pas répondre. Mais en tout cas, au Congo, on ne peut plus être neutre.
quelqu'un qui dit au Congo qu'il est apolitique, il n'a pas compris. Les plus apolitiques, ce sont les plus politisés. Musiciens, footballeurs, pasteurs, prêtres, au Congo c'est impossible. Il faut prendre position. Kabila doit partir ou pas? Le PPRD doit partir ou pas? Il faut qu'il y ait un changement démocratique au Congo ou pas? Le pillage doit cesser ou pas? L'occupation doit cesser ou pas? Ça, c'est des questions que nos mamans, qui ne parlaient pas de la politique, maintenant en parlent. Moi, je ne connais pas les maisons des Congolais où il n'y a pas de politique. Non, mais concernant l'église de Réveil, moi, je pense que l'église de Réveil, elle peut passer comme indifférente par rapport au silence qu'elle a montré lors des marches. Mais je pense aussi qu'il y a de la peur. Il y a de la peur. Okay. Et elle devrait se sentir concernée puisque nous sommes tous des Congolais. On est tous concernés parce que, riches ou pauvres, le bien-être de soi, c'est important, quoi. Nous sommes tous concernés, quoi. Parce qu'on perd tous des frères, on perd tous des sœurs. Je pense que c'est important, église de Réveil ou pas, d'être là dans le combat parce que, vous voyez, dans la parole, Dieu dit aimez-vous les uns les autres. De s'aimer, c'est aussi de s'unir, quoi, d'être ensemble, quoi. On va pas faire comme si la politique ne nous regarde pas parce que peut-être dans la parole, la parole c'est Jésus, c'est Dieu, vous voyez, c'est la prière. Donc du coup la politique ça ne regarde pas les chrétiens. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que vous voyez par exemple pour le combat dans la Bible il y a cette personne Josué qui allait souvent au combat et Dieu était avec cet homme là qui a gagné plusieurs armées quoi. Et ça c'est une image qui montre que nous devons nous battre pour avoir en tout cas la paix, la liberté, la délivrance. Le Congolais doit se battre quoi. Et quand il se met debout comme ça, il n'y a pas que les églises catholiques qui devraient se sentir concernées, c'est tous les Congolais, peu importe le statut, le métier, la hiérarchie, peu importe, c'est tous les Congolais, quoi. Donc, parce qu'ici, par exemple, la diaspora, quand on se met debout, qu'on va faire des manifestations, il n'y a pas, comment dire, aux églises catholiques, ou bien chrétiens, ou bien que païens, c'est tout le monde, Absolument. Tous ceux qui ont un cœur. Là, il s'agit, en fait, dans un combat, dans une lutte comme ça, il faut avoir de la sensibilité, un cœur, de l'amour, et puis on y va et on risque sa vie, quoi, tout simplement. Parce que même en étant ici, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de conséquences pour ceux qui font des marches ici. Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y a des gens qui sont sûrement, bon, j'allais dire morts en prison, je ne pense pas, mais il y a des gens qui ont risqué beaucoup de choses, qui ont fait des choses ici, qui sont descendus là-bas et qui sont morts, malheureusement. Donc, on doit tous être concernés, quoi. On doit tous se sentir vraiment concernés. D'ailleurs, nous, quand on en parle comme ça, on va dire oui, ce n'est que les médias, on fait que parler, mais on contribue à un changement. Parce que je suis convaincue que les gens qui se mettent à marcher là-bas, le peuple congolais qui se bat aujourd'hui, qui s'est levé, c'est grâce à tous ces combattants qui se sont, qui se sont mis à manifester dans les rues. Et grâce à cela, les gens là-bas au pays ont compris, le peuple a compris que non, on a des droits, on doit se battre. Si nous voulons une démocratie, on doit se manifester, on doit bouger. Donc moi, j'encourage vraiment les gens, peu importe votre statut, ici en Europe ou bien là-bas en Afrique, rentrer dans le combat pour la libération du Congo, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Donc par rapport à ce qui se passe au gouvernement, que faut-il faire pour un réel changement et comment en finir avec le régime de Lambert Mende Kabila Minaku? Ah, ça c'est la question la plus importante. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un réel changement? Parce que en Afrique, nous sommes habitués à des changements, des promesses de changement. Par exemple, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, quand le régime de Mobutu est tombé, les gens ont dansé. Mais des gens qui étaient beaucoup plus lucides, ils ont posé des questions. Qui est derrière Kabila? Quel est le programme de Laurent Désiré Kabila? Quel est le rôle de l'armée patriotique rwandaise? Où se trouvent les États-Unis dans tout ça? On s'est rendu compte qu'effectivement, les États-Unis avaient financé ce qu'ils appellent le changement des régimes. Comme ils disent en anglais, regime change. C'était financé par les Américains. Alors les Américains ne vont pas financer un changement des régimes en Afrique contre leurs intérêts. Non. Tout à fait. Ou pour notre bonheur. Pas du tout. Donc les Américains savaient que ce n'était pas un changement. Au fait, c'était plutôt un approfondissement de notre malheur. Parce que avec Laurent Désiré Kabila, le AFDR, le régime de l'AFPR et le régime du Mouvement national de résistance de l'Ouganda, c'était l'accélération, comme je disais, l'approfondissement du pillage des ressources du Congo qui était à l'ordre du jour. Leur agenda, c'était
approfondir. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une conclusion qu'avec Mobutu, on ne pourra pas piller suffisamment comme nous le souhaitons. Je ne suis pas en train de dire que Mobutu, c'était notre gars. Non, pas du tout. Au contraire, le pouvoir de Mobutu a créé les conditions qui ont permis, qui ont fragilisé les Congos. Le régime de Mobutu a fragilisé les Congos. Il n'y avait pas une politique de défense nationale digne de ces noms. Autrement, le régime son régime n'allait pas tomber en un an comme ça. Donc, juste pour dire que il faut qu'on se pose la question de changement pour qui et contre qui. Tout changement authentique, honnête, un vrai changement en Afrique, va se faire aux dépens des profiteurs, des forces parasitaires, des gens qui viennent, des compagnies qui viennent, des États qui viennent en Afrique pour prendre nos ressources, pour prendre notre futur. C'est ça notre futur. Donc, il n'y aura pas un changement en Afrique dans l'abstraction comme ça. Il y a un changement, les Africains ils dansent comme en Afrique du Sud. Ah, le Mandela est arrivé, tout et tout. Non, c'est pas comme ça. C'est contre qui? Alors, nous les Africains, nous devons être honnêtes. Le changement en Afrique va se faire contre les représentants nationaux, les gens qui parlent comme nous, qui mangent la même nourriture que nous. Donc, les gens qui mangent les foufous, qui parlent les lingala, tout et tout, comme nous, mais qui n'ont pas le même intérêt que le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont les intérêts identiques aux puissances étrangères. C'est-à-dire que quand le peuple dit changement, les gens qui contrôlent le coton, le diamant, le café, le thé, l'or, les diamants, le cacao, le cuivre, toutes les richesses africaines. Quand il y a un mouvement de changement authentique en Afrique, ils disent qui sont ces gens-là? C'est pas nos gars. Il faut empêcher tout changement. C'est-à-dire qu'ils se battent pour maintenir ce qu'on appelle le statu quo. Et les Africains qui sont d'accord avec eux se battent avec donc la même dynamique que les puissances étrangères pour que rien ne change. C'est ça qui explique les génocides au Congo. On tue par millions. C'est incroyable, on tue par millions au Congo, au Rwanda, juste parce que les gens qui veulent un changement sont d'accord avec les puissances étrangères. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une détermination de tuer et ils tuent. Donc, le changement doit se faire quand ces gens-là, qui sont en Afrique, qui sont au Congo, qui sont contre tout changement, tout ce qu'ils veulent, c'est aller aux élections pour valider leur prise du pouvoir. Pas un vrai changement, ils n'en veulent pas. Des élections, oui, mais à condition qu'ils restent au pouvoir. C'est ce qu'on voit partout au Togo, au Congo, etc., etc., etc. Alors, changement doit se faire contre le multinational, les États qui représentent les puissances étrangères, qui nous pillent 24 heures sur 24. Si un Africain ici à Londres va dans un magasin, dans un supermarché, il prend juste une bouteille de jus sans payer, la police va être appelée, juste pour une bouteille de jus. Dans le bus, vous n'avez pas, on appelle ça, le travel card, le kit de voyage. On appelle la police. Alors, vous imaginez maintenant en Afrique, ce qu'ils appellent le commerce, qui n'est pas un commerce, c'est le pillage. Ils prennent, donc, ils prennent le bois, donc, ils font de la déforestation. Le bois du Cameroun, le bois du Congo, le bois des bassins du Congo, là, le bois du Gabon. Mais ça, c'est le commerce. Comme j'avais dit au début, c'est eux qui fixent le prix. Nos enfants, ils meurent chaque jour dans les mines, parce que les enfants de 3, 4, 5, 6 ans travaillent dans les mines. Et dans les mines, il y a des éboulements régulièrement. C'est des roches qui tombent, ils n'ont pas d'équipement. Il n'y a pas de standard, c'est incroyable. Ces gens-là veulent un changement. Les routes au Congo, mais il y a des trous partout. Juste pour faire 300 km, il faut 2-3 jours. Les bus sont pleins à craquer. Les trains ne fonctionnent pas. Les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Ces gens-là veulent un changement. Mais leur changement nécessite un État indépendant. Un État qui n'est pas au service
de n'importe quelle puissance étrangère. Et ça, personne n'est pas nous les donner. Et alors, concernant donc les actualités qu'on a vues récemment dans les vidéos là-bas au Congo, concernant les vaches, quel est votre avis sur ce qui se dit? Parce que j'ai entendu dire que les vaches seraient donc pour uniquement le peuple, les Rwandais et non pas pour les Congolais. Et puis d'un côté, on entend que certaines viandes seraient empoisonnées. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent autour des vaches. Quel est donc votre point de vue? Écoutez, ce qui saute aux yeux, c'est l'audacité du pouvoir. Tout le monde sait que ces vaches-là ne sont pas du coin. Parce que les vaches du Congo, les vaches auxquelles nous sommes habitués, ne ressemblent pas à ces vaches-là. Donc ce ne sont pas des vaches du coin. Et la quantité de vaches, c'est des milliers de vaches. Et tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté. Au Congo, on meurt de faim. Manger de la viande, c'est un luxe. Pendant la colonisation et pendant la néocolonisation. Manger de la viande au Congo, c'est un luxe. La viande de bœuf, c'est un luxe. Alors qu'il y a des milliers de vaches. Et que les gens meurent de faim. À qui profitent ces vaches? Où viennent-elles? Qui marchent bien? D'où viennent-elles, tout ça? Donc, c'est clair que le pouvoir en place, comme Mouzito l'a dit, l'ancien Premier ministre, c'est les vaches et la présidence. La présidence, c'est Kabila. Ça, c'est juste un élément. Le fait que ces vaches-là, ces gens-là viennent de Uvira, c'est à l'est du Congo, et qu'après, du contraire, c'est des gens qui ont des affinités avec le Rwanda, soit c'est des ressortissants rwandais, ou des gens qui parlent le Kinyarwanda, mais en tout cas, ils sont identifiés au régime qui est en place. Pourquoi ils sont au bas de nous? Pour faire quoi? Quelle est leur vraie mission? Ça, c'est la question que beaucoup de Congolais essaient de comprendre. Si la viande est contaminée, j'en sais rien, parce que ça, c'est le service de contrôle de la nourriture au Congo qui doit prélever, qui doit faire des prélèvements donc de viande, analyser ça et répondre. Mais comme nous le savons tous, c'est la médiocrité là-bas, c'est pas le bonheur du peuple qui compte, c'est sûrement des choses qu'ils ne vont pas faire. Mais ce qui est important aux Congolais qui nous suivent, c'est il faut s'organiser, il faut être vigilant, mais il faut s'organiser, ça c'est absolument nécessaire. Quand j'ai dit il faut s'organiser, il faut s'organiser dans des institutions qui ne sont pas contrôlées par des gens qui sont au pouvoir, ou par des alliés, des gens qui sont au pouvoir, ou par des gens qui veulent juste aller aux élections pour accéder à leur tour à la mangeoire, comme ça s'est dit. Mais il faut absolument rester vigilant, s'organiser pour se défendre quand c'est nécessaire, s'informer sur tout ce qui n'est pas clair. Toute personne qui n'est pas du coin, il faut absolument s'informer sur leurs motifs, comprendre pourquoi ils sont là. Et il y a des discussions qui doivent se faire maintenant, surtout parmi les jeunes. Comment défendre nos villages, comment défendre nos villes, comment défendre nos écoles, comment défendre nos vies. Ça, c'est absolument fondamental. Laisser notre avenir à des choses incertaines n'a pas de sens. On ne peut pas continuer à dire quelqu'un va venir nous aider comme ça. Non, il faut que nous nous prenions nous-mêmes en charge, commencer à s'organiser, à poser des vraies questions et à apporter des bonnes réponses. On se pose que des questions auxquelles nous pouvons répondre. Donc il faudra mettre tous les cerveaux ensemble pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Et ça, c'est absolument important. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément ton programme. Merci. On a l'occasion de discuter de ce qui se passe au pays et contribuer aussi à la discussion générale qui se déroule donc non seulement au Congo, mais à travers le monde entier. Et aux gens qui ne viennent pas du Congo, surtout aux Africains, ils doivent comprendre que le problème du Congo, c'est aussi vos problèmes. Ce qui se passe au Congo, c'est créé par les mêmes personnes qui exploitent les pays des Africains qui nous écoutent. Que vous soyez du Mali, au Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Nigeria, ce sont les mêmes multinationales et ils utilisent les mêmes stratégies. C'est pour ça qu'il y a la guerre au Cameroun, guerre au Nigeria, guerre au Mali, guerre au Congo, guerre au Sud-Soudan, même stratégie. En fait, je peux dire sans me tromper, il y a juste un seul impérialisme, de mot qu'on utilise pour désigner des puissances étrangères. Et ils sont tous d'accord quand il s'agit d'exploiter l'Afrique. Il n'y a pas de désaccord.
Hein, ils ne se mettent pas d'accord qui doit prendre quoi, qui doit prendre plus, mais ils sont tous d'accord, l'Afrique, il faut piller. Là, ils sont d'accord. Là, il n'y a pas d'hésitation, ils sont tous d'accord. L'Afrique, faut la piller et ils pillent. Ouais. C'est tout ce qui compte pour eux. Alors, justement, que devons-nous faire donc, en tant que jeunes et quel est le rôle en fait du Congolais à l'étranger? Que doit apporter le Congolais qui est à l'étranger dans cette lutte-là? Là où nous sommes en Europe, il faut absolument briser l'isolement du Congo. Il faut absolument informer à tous les Africains qui sont ici en Europe qu'au Congo, il y a un génocide. Il y a des images il faut les avertir avant de leur montrer ces images, parce qu'il y a des gens qui vont être choqués par les images que nous, Congolais, nous voyons régulièrement. Il faut montrer ça à tous les Africains pour comprendre en fait les enjeux et pourquoi il y a cette mobilisation énorme de tous les Congolais qui sont à l'extérieur du Congo. Ça, c'est absolument important. Et deuxièmement, il faut que les solutions viennent de nous. Les solutions viennent de nous. On ne peut pas s'attendre à ce que les solutions viennent de ceux qui ont créé les conditions coloniales auxquelles nous sommes confrontés. On ne peut pas, par exemple, les gens ils disent il faut que telle personne aille à la CPI, à la Cour pénale internationale. Mais non, la Cour pénale internationale, ce n'est pas une justice pour la justice. C'est une justice des dominants, des vainqueurs, de ceux qui ont créé ce qui se passe en Afrique. Donc, nous, il nous faut notre justice à nous. Et des fois, ça paraît long aux Africains. Voilà, mais c'est facile. Prenons cette justice-là. Non, créons notre propre justice. C'est comme l'histoire du franc CFA. Les gens, ils disent, le franc CFA est stable. Non. Créons notre propre monnaie. Même si ça prend du temps, mais à la limite, à la longue, on dira que c'est notre monnaie à nous. Donc, il faut une justice africaine. Il faut un tribunal contre toutes les personnes impliquées dans les génocides au Congo. Donc, il y a les Congolais et les Africains, les gens des pays voisins et les étrangers, les États-Unis, Belges. Par exemple, le Michel, qui était, je ne sais pas, ministre belge, je ne sais pas quel poste il occupait, il doit être au tribunal, il doit comparaître au tribunal. Il a fait campagne pour imposer Joseph Kabila comme président. Et tout le monde le sait que le régime en place au Congo, c'est un régime génocidaire. Ne prenez pas ce que je dis comme la vérité, allez juste vérifier. Vous-même, il y a suffisamment d'informations sur l'Internet, sur le génocide au Congo. Au moins 10 millions de morts, sur les viols des femmes. Vous imaginez, en une nuit, dans certains coins du Congo, on viole plus de 300 femmes, juste dans une ville. Au même moment, c'est organisé. Des femmes, des filles, des bébés. Absolument. Même les hommes aussi sont violés. Les hommes aussi. Et c'est organisé. Et c'est organisé pour imposer le pillage. Il faut que les Africains au Congo acceptent le pillage. C'est-à-dire que la violence coloniale devienne ce qu'on appelle la normalité. Qu'est-ce qui est normal ici? C'est le viol, c'est le pillage, c'est la pauvreté, c'est des tueries, on égorge les gens régulièrement. Et ça, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la production économique en Afrique s'accompagne toujours de la douleur africaine. Ça peut être plus douloureuse dans un endroit que dans un autre, mais en général, rien ne quitte l'Afrique pacifiquement. Les richesses africaines quittent l'Afrique toujours sous la douleur, que ce soit en Afrique ou même pendant l'esclavage, parce que les gens doivent comprendre que pendant l'esclavage, dans les Amériques, c'est les Africains, ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est les Africains. Bien sûr. Donc la production économique mondiale, à la base, c'est la douleur africaine. Il faut que les Africains, surtout les jeunes, comprennent ça. Les jeunes qui sont... Je ne suis pas en train de faire des déclarations contre la création de business par les Africains. Non, nous devons créer nos business qui vont constituer une base pour l'indépendance économique africaine. Ça, c'est là, je suis clair là-dessus. Donc, juste pour terminer, il faut absolument avoir ce tribunal pour juger tous les criminels, tout, mais il faut aussi qu'on paye des réparations au Congo. Quand je dis réparations, par exemple, nous sommes absolument clairs que la fortune de cette compagnie-là, iPhone, c'est quoi? Apple. Une bonne partie, si pas une grande partie de sa fortune, c'est la nôtre. Parce que les gens doivent comprendre que les minéraux qui constituent les portables
le coltan, l'or, il y a de l'or dedans, le thym, il y a les cuivres. Ce n'est pas vendu à sa juste prix, à sa juste valeur en Afrique, au Congo en particulier, et que les gens qui produisent les coltan, on leur vole le coltan, on confisque le coltan. Il n'y a pas un marché libre au Congo. En fait, non seulement c'est confisqué 2 fois. C'est-à-dire que l'État ougandais et rwandais, protégé par des puissances occidentales, nous confisquent le coltan et le vendent à notre place. Donc, juste pour dire que, et ça forme aussi la fortune de ces compagnies-là. Parce que la fortune, c'est pas par magie, hein, c'est des transferts de labeur. Chaque chose que vous regardez dans votre maison, là, il y a le labeur de quelqu'un qui se trouve dans ces produits-là. Quand je regarde ces portables, il y a le labeur non payé des Africains, des Congolais qui se trouvent dans les portables. Et en plus, de matières minérales non payées qui se trouvent dans ces portables et qui constituent la base des bénéfices des gens qui les produisent. Donc, on veut des réparations. Kabila part, mais aussi des réparations. Confiscation de tous les biens des dirigeants de PPRD, en particulier en commençant par la famille de Kabila. Ce n'est pas sa fortune. Kabila, il ne bosse pas dans les mines quand même. C'est nous qui bossons dans les mines. Hein? Donc, cette fortune-là appartient au peuple congolais. Il doit être retourné au Congo, etc. etc. Merci beaucoup, Monsieur Louezi Kinshasa. J'aurais aimé en fait que vous nous donniez votre opinion. Alors, par rapport au rôle de la femme dans cette lutte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas l'importance qu'elles ont dans cette lutte aussi. Si vous pouvez nous donner quelques mots afin que je puisse conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Juste un mot que j'ai oublié. Solution au Congo, il faut un État indépendant, un État populaire, un État du peuple. Sans un État populaire, un État du peuple, on ne pourra pas se défendre, on ne pourra pas se développer, on ne pourra pas investir dans les forces du peuple. Donc ça, c'est un point. Et le rôle de la femme, c'est vraiment fondamental. C'est absolument fondamental. Non seulement au Congo, dans toute l'Afrique. Parce qu'il ne peut y avoir de libération nulle part en Afrique sans la libération de la femme. Quand je dis libération de la femme africaine doit être non seulement façonneuse de l'avenir, mais aussi elle doit être dirigeante du mouvement de reprendre l'Afrique pour nous-mêmes. Parce que l'Afrique a été confisquée. Hein? Nous sommes les Africains, mais la terre africaine, l'économie africaine n'est pas dans nos mains. C'est dans le mains de multinationales, etc., etc. La femme africaine doit jouer son rôle et c'est aux hommes africains qui sont nés, qui se considèrent progressistes, révolutionnaires, tout et tout, de faire de sorte que la participation de la femme soit facilitée. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait des quotas comme ça, non. Il faut que la femme trouve sa place, il faut que l'organisation de la lutte systématiquement encourage, crée des conditions. Je vais être concret là. Par exemple, quand on a des meetings, il faut qu'il y ait une crèche. Parce que la femme africaine, avec des enfants, il faut que les enfants soient quelque part. Bien sûr. Et il ne faut pas que seulement la crèche soit sous la direction des femmes. On veut toutes les femmes dans la lutte organisée. On veut que les hommes aussi soient dans la crèche. Donc il faut de l'organisation. Absolument, comme ça les hommes aussi sont dans la crèche. Mais il faut une rééducation de la femme et de l'homme africain, que nous sommes égaux dans la lutte et dans l'Afrique que nous allons construire. Et ça, c'est absolument important. Et la chose la plus importante, le futur de la femme africaine et de l'homme africain se trouve dans l'unification de l'Afrique comme telle. Hein. Parce qu'en dernière analyse, il n'y a pas une solution simple au problème de l'Afrique. Il n'y a pas une solution tribale, c'est faux. Il n'y a pas une solution, même aux frontières, dans les frontières que les Européens nous ont imposées. La solution, c'est dans l'unité du peuple noir en général, des masses africaines, des honnêtes africains, contre cette minorité-là, qui a vendu l'Afrique et qui est préparée à tuer. Il ne faut pas se tromper, hein. Des gens qui sont au pouvoir, les Kagame, les Kabila, les Museveni, ces gens-là, les Ouattara, etc., faire la guerre, c'est pas un problème. Tuer les Africains, c'est pas un problème. Ils vont le faire. Transférer nos richesses en Europe, ils le font déjà, vous le savez tous. Donc, la femme africaine, sa place, c'est dans la lutte, mais dans la lutte pour la libération. Il faut faire la différence. Elle doit aussi pousser les gens à rester dans l'unité, parce que quand on regarde cette femme, Kimpa Vita, quand on regarde son parcours, c'est une femme qui était, en fait, son combat, c'était de réunir
le Royaume Congo, de le garder uni en fait. Elle se battait pour la réunification en fait du Royaume Congo. Elle a été brûlée vive, mais je veux dire, elle a eu un courage quoi, de vouloir, tenir tête, même s'il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a montré un exemple, je pense qu'on ne doit pas oublier, négliger, c'est important la femme dans la lutte aussi, parce que la parole dit que la femme est une aide semblable. Ça veut dire que quand un homme ou ton homme est impliqué dans la lutte, dans le combat, tu dois faire aussi ta part quoi. Absolument. Une femme intelligente est un don de Dieu. Donc instruis-toi aussi pour ne pas rentrer pour ne pas rentrer à l'aveuglette dans la lutte, mais instruis-toi, c'est très très important. Ça c'est un message personnel que je donne aux femmes quoi, parce que l'existence de la femme a un sens aussi, et dans la lutte, il a, un but précis, quoi. Donc Absolument. que chacun connaisse sa place, c'est important, quoi. Il y a juste d'autres aspects, rapidement, si on a encore le temps. La relation entre la femme et l'homme africain doivent remettre en cause certains aspects de notre culture. Par exemple, le rôle de la femme ne doit pas être limité juste à cuisiner, à laver la tout et tout. Il faut créer l'espace pour que politiquement, elle participe activement à la lutte. Ça, c'est important. La violence dans les maisons, dans les foyers, doit cesser, parce que la violence qui est utilisée pour soumettre la femme s'ajoute à la violence coloniale. C'est-à-dire que la violence contre la femme à la maison, etc., aide la violence coloniale, parce que ça réduit la femme africaine donc à devenir un objet, une soumise, alors qu'on doit donc s'unir pour qu'on mette fin à la principale forme de violence, c'est la violence coloniale, économique, etc. Et on doit aussi faire la différence entre les femmes européennes qui veulent que les femmes noires soient unies à elles pour que la femme européenne puisse faire avancer son agenda, alors que l'Afrique doit être libérée. Or, la femme européenne, la femme blanche, ne s'associe pas à la femme africaine pour libérer l'Afrique, mais elle veut que la femme africaine s'associe à elle pour prendre des positions contre l'homme en général. Ça crée des retards. Etc. Donc, il ne faut pas que les Africaines tombent dans ces pièges-là, parce que le féminisme européen tel que on le voit, c'est une façon de juste dire que la femme blanche veut être aussi la patronne, la présidente, la première ministre, mais pour maintenir le système d'oppression contre l'Afrique. Voilà. Vous voyez, donc si on s'unit à Hillary Clinton, c'est une femme impérialiste qui est pour la guerre, qui est pour il a tué Kadhafi, etc., choses comme ça. Alors il faut faire la différence entre les deux. La paysanne africaine, elle est pauvre, elle ne doit pas s'associer à la femme coloniale, enfin colonisatrice, etc. Plutôt s'unir avec l'homme opprimé africain pour mettre fin à toute forme de c'est-à-dire donc combattons le bon combat. Absolument. Voilà, soyons à la bonne place. Merci beaucoup, Monsieur Louezi Kinshasa. Donc, j'aurai le plaisir, en tout cas, de vous recevoir prochainement dans les Merveilles de la Vérité pour faire d'autres points. On fera le bilan de ce qui se passe au Congo. Je pense que c'est très important. Donc voilà, vous venez de suivre les Merveilles de la Vérité avec moi-même, Patia Nzambe Queen. Je tenais à préciser pour les personnes qui veulent participer afin d'amener des débats divers. Donc, on parle de tout dans les Merveilles de la Vérité sans tabou. Donc, vous venez, on va débattre. J'entends vos opinions. On reçoit aussi les coups de fil. Donc, vous pouvez nous appeler au numéro qui est indiqué ci-dessous. Comme ça, on vous entend. Les témoignages aussi à travers donc la rubrique exhortation. Donc, à ces moments-là, je reçois les gens aussi pour témoigner devant la télé ou bien à travers le téléphone. C'est vous qui voyez. Donc, voilà, je fais aussi de la publicité. Donc, si vous voulez que la publicité passe durant l'émission, faites-moi signe, appelez-moi. Le numéro est indiqué ci-dessous. Voilà, donc j'en ai terminé. Merci beaucoup encore une fois. Vous venez de regarder les Merveilles de la Vérité sur le plateau Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Merci beaucoup la régie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Comme d'hab, je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Les vendeurs de foi sévissent vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est d'Élysée à la church. Queen P, Mike Jenny. Les vendeurs de foi sévissent vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est d'Élysée à la church. Queen P, Mike Jenny.
Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, sharing the gospel around the world. Comme d'hab, je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church. Queen P, Mike Jenny. Les vendeurs de foi sévissent, se vivent comme des califes. Prends la pilule et dis amen quand tu kiffes. La devise d'Alias est délisée à la church.